Le menu de regard croisé ce soir, c'est le Nigeria où l'opposition dénonce des intimidations contre son candidat. Nous irons également à Madagascar dans la présidentielle des irrégularités très marginales selon l'Union européenne. Et puis le dernier sujet sur le Togo, la C14 au pied du mur. C'est une question impliquée à l'avenir pour la facilitation. Pour évoquer ce sujet, je reçois Rodrigue Gaego, correspondant au Togo de Radio Canal Casus. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir, chers confrères. Ravi de me retrouver autour de ce plateau ce soir avec les visages. Je l'ai plus revu, ça fait longtemps. Et toutes mes excuses pour la dernière fois parce que c'est facile à gérer beaucoup de choses. On a comblé ce soir, on est là quand même. In extremis. Basile Agbo, Freedom Fighter. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères. Heureux de nous retrouver encore une fois. Ibrahim Acha, ça fait un moment qu'il n'est plus passé ici. Tant nouveau, bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices et ceux qui nous suivent en ce moment. Et bonsoir à tous les confrères. On commence avec le Nigeria. Le principal parti d'opposition a dénoncé dimanche des intimidations à l'encontre de son candidat à la prochaine présidentielle lors de son arrivée à l'aéroport du Nigeria, ce que le gouvernement a aussitôt démenti. Atiku Abubakar, candidat du Parti populaire démocratique qui affrontera l'actuel président Buhari en février 2019, a affirmé qu'il avait été malmené par des agents de l'État à son arrivée. À son retour de Dubaï. Je suis arrivé ce matin à l'aéroport d'Abuja où j'ai été fouillé par des agents de l'État qui avaient pour but de m'intimider, moi et mon équipe, a écrit le candidat dimanche sur Twitter. Basile Agbo, c'est du sensationnel ou parce qu'il y a l'approche des élections ou c'est du réel? Enfin, de toutes les façons, vous savez que nous sommes habitués à ce genre de choses en Afrique. Lorsque il y a les élections qui approchent, les candidats, surtout les candidats de l'opposition, font du marchandage, de l'achalandage, pour se faire beaucoup plus estimer. Et en se victimisant, on rentre beaucoup plus dans le cœur des populations, dès l'instant où les populations sont un peu contre le pouvoir en place. Et donc je crois que la stratégie d'Abubakar, selon ce que moi je comprends, c'est une façon pour lui de se mettre en vedette, de s'affirmer un tout petit peu et pour faire donc bonne presse devant l'opinion nigériane, enfin selon l'analyse que moi je fais. Parce que de toutes les façons, vous savez que lorsque vous êtes dans une période électorale, il y a des petits problèmes qui peuvent se poser vis-à-vis de vous. Mais même si ça ne se pose pas, eh bien les oppositions aiment qu'on leur fasse vraiment ces publicités-là. Et je crois que ça s'inscrit pour moi, selon moi, dans ce cadre-là d'une publicité qu'il cherche à se faire à lui. Ibrahim Acha, en tout cas, le parti également a réagi et a rendu public un communiqué dont les termes sont quand même un peu durs quelquefois. Tout cela, c'est inscrit dans une logique de communication autour de la campagne du Atiku Abubakar. Oui, vous savez, les oppositions, souvent en Afrique, lorsque les élections s'approchent, ces oppositions cherchent souvent la petite bête pour se mettre en vedette, comme le disait mon confrère Basile Agbo. Mais au-delà de ça aussi, il faut savoir que le pouvoir aussi prête le flanc. C'est ce qui s'est passé parce qu'il y a de ces zélés qui entourent souvent le pouvoir en place, qui rentrent dans une stratégie d'intimidation, dans une stratégie de faire peur à l'adversaire et l'amener au besoin et à renoncer à sa participation aux élections, surtout si c'est un candidat assez sérieux et que le pouvoir redoute. Donc il y a de ces zélés-là qui participent à cette campagne d'intimidation, histoire de donner des sueurs froides aux candidats. Ce qui se passe au Nigeria actuellement, au-delà même de l'aspect que M. Atiku Abubakar a été plutôt fouillé à son arrivée, ce qui est normal parce que lorsque vous arrivez à l'aéroport, on ne vous laisse pas passer, même si vous êtes une autorité, il y a quand même des contrôles de routine qui se passent et ça c'est toujours dans l'ordre normal de la défense et de la sécurité de tout un pays. Mais seulement nous remarquons que le pouvoir en place, surtout sous les tropiques, utilise parfois l'appareil de l'État pour intimider leurs adversaires, ce qui ne devait pas être le cas. Donc moi je me dis que outre la stratégie de se victimiser, il y a quand même de réelles intentions quand même d'intimider M. Abubakar parce que il y a un précédent, vous savez, avec la lutte contre la corruption, ça ne visait que ceux qui ont gouverné le pays avec
Goodluck Jonathan, et vous savez que Atiku Abubakar a été son vice-président. Donc il y a de toutes ces velléités-là pour pouvoir les réduire au silence et au besoin faire de telle sorte que ces gens-là ne constituent pas une menace en matière électorale. Rodrigue Gaego, vous plancherez plus pour la thèse de la victimisation ou d'une intimidation? L'intimidation, oui, parce que Ibrahim a sorti des éléments probants qui attestent l'intimidation, parce que l'élément fondamental ici, c'est aussi lors de la fouille, la confiscation des documents qui sont conçus pour la campagne électorale. Et donc, vous savez, généralement, c'est un peu ça aussi, ce que je trouve paradoxal en Afrique. Quand on parle d'élection, c'est un peu comme si certains vont perdre leurs parents quand ils perdent, par exemple, les élections. Et généralement, ailleurs, à l'approche des élections, l'appareil ou les appareils de l'État n'appartiennent plus à aucun candidat dès lors que, même si c'est le président actuel, sortant, qui dépose sa candidature, il n'est plus président à cette période-là. Et l'appareil de l'État doit être utilisé de façon républicaine. Malheureusement, dans nos pays, mais c'est plutôt le candidat sortant. Le candidat sortant utilise cet appareil pour garantir sa porte de sortie. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même débat autour même de la gestion des affaires par Buhari. Vous savez que son état de santé qui vacille. Vous savez également que ses promesses parlant de l'éradication de la corruption, c'est vrai que ça n'a pas été totalement ça. Vous savez que dans son entourage également, il n'y a pas que des saints. Donc, tout ça, il y a des arguments aujourd'hui qui pèsent et je trouve mal que le candidat aille chercher l'image dans... Non, pour moi, ce n'est pas ça. Les zélés, oui, il y en a. Il y en a, parce que moi-même, vendredi dernier, figurez-vous que j'allais au Bénin avec ma famille pour raison funéraire et arrivé à la frontière de Elakondi, j'ai dépassé des agents, peut-être qu'ils me connaissent, j'en sais rien, on a fait de la pagaille, on a échangé, il dit, ah ben, vous avez une nombreuse famille, je dis, ah ben bon, vous savez, nous sommes en Afrique, et puis il a dit, ah bon voyage, j'arrive chez l'autre qui demande les pièces d'identité, ce qui est normal. Et en sortant ma carte d'identité, je lui dis, chef, après que je l'ai salué, nous sommes en famille, et je lui expliquais au fait le mobile de notre déplacement. C'était une parole provocatrice pour l'agent. Et à un moment donné, j'ai dû hausser le ton, je lui dis, mais nous sommes en famille. Ça a quoi d'insultant pour vous emmener à tenir de ce genre de propos? Je ne comprends pas. Et il avait ma carte, il a refusé de toucher la carte d'identité. Il y a quelqu'un d'autre qui sort sa carte d'électeur, il lui dit de passer. Et lui, il dit non, je suis avec et je ne peux pas passer. Il dit, dans ce cas, vous retournez à l'ONU. J'ai souri un peu. J'ai été obligé, je le reconnais, de le sermonner pour lui dire qu'il ne va pas s'éterniser là où il est. Parce que la preuve, il ne passe pas plus d'un mois là-bas. On l'envoie, peut-être pour chercher les petits 500 que les gens qui ne disposent pas de leur carte payent. Et après, il disparaît. Ils se font dans le vide, il va aller, on va l'orienter quelque part d'autre. Figurez-vous que, malgré tout ce que d'autres agents sont venus dire à ce zélé, il dit, niet, je ne passe pas. Et donc, les autres qui étaient là sont passés. J'ai repris ma carte et je lui ai dit, toi, tu ne vas pas m'empêcher d'aller au Bénin. Je vais aller au Bénin. Mais retiens que dans cette vie, on a toujours besoin du plus petit de soi. Aujourd'hui, tu penses être fort. Mais demain, lorsque tu n'auras plus ta force, et que ce sera à moi d'utiliser peut-être ma force pour te sauver, ce sera quoi? Et donc, c'est pour dire que ces zélés, j'ai été obligé de reprendre ma famille pour passer par des raccourcis et aller au Bénin. Et donc, je ne connaîtrai pas ce genre de zèle que je dirais que, ah, peut-être il a lu sur ma carte mon nom, peut-être que je représente quoi pour qu'on me fasse ça. Donc, ces zélés, ce sont des gens que les pouvoirs doivent maîtriser quand on les dénonce, arriver à les sanctionner. C'est très important. Dès lors qu'il n'y a pas de sanction, on fera ça peut-être à un membre de l'opposition togolaise que on dira tout de suite c'est le chef de l'État qui a donné consigne que je ne passe pas. Tout à fait. Justement, Basile Agbo, Rodrigue évoquait la thèse des zélés. Ils sont partout, hein, ces
personnes-là. Ils sont très nombreux. Non, c'est partout. Son cas est similaire à d'autres cas que j'ai rencontrés une fois quand j'allais en Côte d'Ivoire. J'allais en Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés, on a dépassé la frontière du Ghana, mais on est arrivé à la frontière de Noé, qui pour rentrer donc en Côte d'Ivoire. Mais nous avons eu tous les problèmes de la vie pour rentrer là-bas. Surtout lorsque vous avez votre passeport, vous avez des problèmes. Vous avez votre carte d'identité là, vous passez rapidement, et puis puisque vous glissez quelque chose, votre passeport, vous avez tous les problèmes pour qu'on mette le tampon dans ce passeport-là. Et donc il va falloir que vous payiez. On a payé 5 000. Nous étions 4 personnes. Nous avons dû payer 5 000 avec le passeport avant qu'on ne mette le tampon là-dedans pour qu'on puisse traverser. Donc je crois que voilà, qu'on nous a montré ça. Vous voyez. Donc les tracasseries douanières, ça existe, mais il y a, comme on le dit, des zélés. Même après que nous soyons rentrés sur le sol ivoirien, mais il y a des bouchons que nous avons traversés. Et qu'à chaque fois que vous traversez un bouchon, il faudrait donner quelque chose. De ce qu'on a vu, le truc togolais sur notre voiture, eh bien nous avons eu tous les problèmes avant de rentrer donc dans le pays. Je crois que les zélés, comme on est en train de le dire, c'est vrai, ça existe un peu partout. Et c'est vrai que quand des cas comme ça sont dénoncés, il faudrait que les pouvoirs publics puissent user de toutes les forces pour qu'on puisse atténuer leur ardeur. Parce que ça gêne le gouvernement, le pouvoir en place. On dira que c'est le pouvoir en place qui fait que les individus se comportent comme ça, alors même que peut-être le président de la République ne sait même pas que quelque chose s'est passé. Mais on lui imputera à son gouvernement tout ce que donc l'individu zélé là a fait. C'est vrai, c'est vrai ce que le contraire. Mais Ibrahim, ici, le ministre de l'Aviation a réagi, assurant qu'il s'agissait que d'un simple contrôle de routine. On peut se dire que c'est le rapport qui lui a été fait qui lui permet de dire cela. Oui, bien sûr, c'est le rapport qui a été dressé. Et vous savez que le ministre ne peut pas aller à l'encontre des paroles de ses agents. Il ne peut pas dire que non, bon, ça a été un acharnement. Si c'est un acharnement, vous comprenez que ça rentre en même temps dans le domaine politique. Et on comprend en même temps que c'est la guéguerre d'avant le scrutin de février 2019. Et donc, le ministre ne peut que se ranger du côté des agents, défendre que c'était vraiment un contrôle de routine et que peut-être que c'est M. Aboubakar qui a mal pris cela et qui a aussi profité de l'occasion aussi pour mettre en alerte sa troupe, pour lui dire que comme quoi il subira beaucoup d'affres de la part du gouvernement en place. Tout compte fait, c'est que les oppositions, vous savez, les opposants doivent savoir que lorsque l'on s'approche des élections, il y a toujours ces méli-mélos. Et c'est récurrent surtout en Afrique parce que l'adversaire politique est perçu comme, disons, un ennemi au besoin à abattre parce qu'il y a une conception erronée de la compétition électorale en Afrique. On pense que quand on perd les élections, c'est la fin du monde et que tout est fini. Sauf dans certains pays où il y a une certaine élégance dans la manière de faire la politique. Et lorsqu'on va à une élection, l'adversaire politique n'est pas perçu comme un ennemi, mais quelqu'un avec qui on entre en contradiction au point de vue idéologique et ou au point de vue programme politique et ce que l'on propose comme alternative, comme disons stratégie, mécanisme allant dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Je pense que c'est à l'aune des politiques, des programmes que les électeurs vont voter, juger surtout de la pertinence de la gouvernance du candidat. Pour répondre à cette question, pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le ministre de la Justice. Parce que de l'aviation. Vous savez, cette façon de se comporter galvanise les ardeurs de ces aînés qui sont appelés à faire davantage de mal aux populations. On ne peut pas ériger le mensonge en règle de gouvernance. Ce n'est pas possible. Bon, là, c'est la parole de Aboubakar contre celle de ses agents. Il peut être un peu diplomatique. Vous savez, tous les agents ne peuvent pas mentir. C'est pour ça que j'ai sorti l'élément fondamental. Ce sont des documents confisqués. Il faut juste vérifier si ces documents comportent une bombe, des armes. Dès lors que ce sont des documents destinés à des campagnes électorales et que la période soit propice pour ça, je pense que le ministre devrait changer de ton. Ce n'est plus, il va plus s'attarder pour moi sur on m'a intimidé ou pas, mais le facteur clé, l'élément clé qui existe est la confiscation de documents établis pour les campagnes.
Bon, jusque-là, c'est quand même le parti d'Atiku Abubakar qui dit que c'est des documents de campagne. Le ministre n'a pas dit que c'est des documents de campagne. Ils sont rentrés dans le jet privé parce qu'ils disent que c'est la force spéciale pour la monnaie qui est chargée de vérifier le transfert de liquide, qui est chargée de vérifier si éventuellement il n'y a pas eu de liquidités qu'on a amenées dans le pays. Parce que vous n'oubliez pas que Abubakar n'a pas une très très bonne réputation côté corruption et tout ça. Donc, on doit fouiller. Comme pour dire que le ministre de l'Aviation, lui, il est propre. Aussi est-il qu'on n'a pas trouvé de liquidité, mais moi je parle de documents. C'est le facteur clé, le document. Pour moi, ça doit changer son ton. Oui, il peut donner le mobile pour lequel la fouille de routine, soi-disant, a été organisée. Et dès lors qu'il y a l'élément fondamental parlant de ces pièces confisquées, mais pour moi, il doit pouvoir aller de façon plus diplomatique, même si l'intention derrière c'est d'intimider. C'est en cela que je dis l'utilisation abusive de l'appareil de l'État pour intimider l'adversaire qui pourra prendre cet appareil demain. Parce que le peuple est autre chose. Le peuple est souverain. On va faire extrêmement attention. On va marquer la première pause et on reviendra après sur le même sujet. C'est un sujet intéressant.